il n'y va pas de main morte. Je ne vous ai pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. J'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Des mots qui résonnent et provoquent. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco qui s'appelle Crépuscule et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. Un esprit critique inébranlable. La première fois que je me suis rendu compte de la façon dont la langue managériale était en train d'infiltrer tout un tas de domaines, c'était dans l'éducation nationale, où j'ai passé 10 ans. Et là, j'ai vu arriver la rhétorique du projet, par exemple. Simple provocateur ou visionnaire? Un camp s'est prévalu d'être progressiste. Et donc tous les leaders d'opinion ou tous les chiens de garde de Macron, tous ces gens-là se sont mis à se dire progressistes. Et alors des fois, moi bêtement, parce que je suis un petit con, je demandais, mais alors qu'est-ce que tu entends par là? C'est différent. Qu'est-ce que tu entends par là? Et alors là, il n'y a plus personne. Une plume qui dérange, un discours qui interpelle. Je ne crois pas que Bernard Arnault, maintenant, à l'âge qu'il a et avec la fortune qu'il a, son ressort affectif et son mobile premier pour agir soit la cupidité. Parce que précisément, il n'a que faire de l'argent maintenant. Donc c'est autre chose qui le mobilise le matin, c'est d'autres affects qui sont évidemment, qui ne sont jamais très très loin de la pulsion de pouvoir, de la pulsion de maîtrise, de la pulsion de domination. Je crois qu'entrerait là-dedans, par exemple, j'ai du plaisir à la concurrence. Non pas pour accumuler de nouveaux capitaux, mais pour la concurrence. Intéressons-nous à la vie de François Bégaudeau, car explorer son parcours, c'est se pencher sur l'histoire d'un intellectuel et d'un écrivain qui, par ses prises de position tranchées, est devenu une figure emblématique de la scène culturelle française. Si son histoire peut servir d'inspiration, c'est parce qu'elle illustre qu'avec audace et inspiration, il est possible de susciter un débat significatif et de marquer profondément les esprits. Les qualités que François Bégaudeau a développé pour s'établir comme un penseur subversif et critique sociale respectée sont non seulement impressionnantes, mais également essentielles pour comprendre les dynamiques contemporaines de la société. Découvrons les 3 facettes clés qui font de François Bégaudeau une figure abrasive dans le paysage politique français. Que cela serve de leçon aux futurs politiques que vous êtes. François Bégaudeau, à travers ses œuvres et ses interventions publiques, articule une critique acerbe des institutions françaises, principalement l'éducation nationale et les médias. Il n'y a pas eu un âge d'or de l'école. L'école a toujours fait monter qui elle voulait faire monter, qui elle avait besoin de faire monter pour des raisons économiques, industrielles, capitalistiques, quoi. Donc arrêtons la fable. Et son roman le plus célèbre, Entre les murs, sert de véhicule à cette critique. En décrivant le quotidien d'un enseignant confronté aux diverses tensions dans une classe de collège. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Bégaudeau expose les défaillances d'un système éducatif qui peine à s'adapter aux diversités socioculturelles de ses élèves. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec Le roman, et par extension le film qui en est tiré, illustre comment les méthodes traditionnelles peuvent non seulement échouer à engager les élèves, mais aussi les marginaliser davantage, exacerbant les inégalités existantes. Ce qui a été à l'origine du film, vraiment, c'est l'amour qu'a Laurent pour la jeunesse. Il aime observer l'adolescence, il l'avait déjà fait. Et moi, j'avais écrit le livre à peu près, enfin disons, mu par cette même passion pour la vitalité adolescente. Au-delà de l'école... Je ne vous ai pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. Je parlais du fait que quand on veut évaluer la pertinence de violence en politique, ça n'est jamais une évaluation en soi. Oui. C'est en rapport à la cause. Mais y aurait vous ne répondez pas sur la justification de la violence ici en France. Et en rapport au système politique dans lequel on vit. J'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Bégaudeau étend sa critique aux médias, qu'il accuse souvent de perpétuer des narratifs simplificateurs qui favorisent l'ignorance plutôt que la compréhension nuancée des enjeux sociaux et politiques. Je dis, si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain à Damas,
pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad. D'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup, mais je peux vous le dire, mais beaucoup plus sympathique. Voilà, et donc ce n'est pas la violence en soi qui vous effraie, c'est la cause pour laquelle on est violent. Donc le vrai débat entre nous ne va pas être faut-il détruire des vitrines ou pas. Moi je ne suis pas pour détruire les vitrines, c'est est-ce que la cause des gilets jaunes... Mais quand on a d'autres moyens de s'exprimer en France... Par ses écrits et ses apparitions médiatiques, il met en lumière certaines institutions médiatiques, par leurs choix éditoriaux, contribuent à maintenir un certain ordre établi, souvent au détriment des plus démunis ou des voix minoritaires. Le populisme, c'est une façon de discréditer par les mots, c'est un travestissement encore de la langue française, c'est un constat factuel, c'est quoi? Il faut voir pourquoi ce mot n'est pas nouveau. Ce mot pourrait avoir un sens un peu pertinent si on en regarde l'historicité. Bon, je passe là-dessus. Quel est son usage depuis 10 ans, de façon frénétique, dans le champ public, et notamment du côté des éditorialistes, du côté du pouvoir? C'est un sens de disqualification, et notamment de disqualifier à peu près tout ce qui n'entre pas dans, disons, l'ordre libéral, hein, l'ordre dominant. Cette démarche de Bégaudeau n'est pas seulement une critique, mais aussi une tentative de réveil intellectuel visant à une remise en question du statu quo. En se positionnant contre les structures établies largement acceptées, Bégaudeau se forge une place de contestataire dans le paysage intellectuel français, cherchant à stimuler un débat plus profond et plus critique sur la manière dont les institutions françaises servent ou desservent la société. Mais la critique, aussi tranchante soit-elle, n'est qu'un prélude à une méthode encore plus audacieuse. Préparez-vous à découvrir comment Bégaudeau élève l'art de la provocation à un niveau où peu osent s'aventurer. François Bégaudeau utilise la provocation comme outil rhétorique central dans sa communication, que ce soit dans ses écrits ou lors de ses apparitions publiques. À quoi est-ce qu'on a affaire dans la situation dans laquelle nous vivons tous, par exemple celle de la France en ce moment? Est-ce qu'on a affaire au fascisme? Est-ce que c'est ça qui vous pose des problèmes tous les jours aux uns à vous, les uns les autres, moi-même? Ou est-ce que c'est au libéralisme, par exemple? Cette méthode vise non seulement à captiver l'attention, mais aussi à inciter à la réflexion critique chez ses interlocuteurs et lecteurs. On peut l'appeler de plein d'autres mots. C'est tout ce que je dis. Et donc du coup, j'en viens à parler de ce qui me paraît en ce moment la force efficiente, celle qui gouverne nos vies, à savoir le capital, le libéralisme, les forces de l'argent, des gouvernements au service des forces de l'argent, et ce que je regroupe sous le terme de bourgeoisie. C'est un livre sur la bourgeoisie qui est toujours au pouvoir. En employant un langage souvent cru et direct, il cherche à briser les conventions et à remettre en cause les perceptions communes. Dans un pays qui est sans doute le plus redistributif au monde, dans un pays où l'État-providence, même si il fonctionne sans doute moins bien aujourd'hui que du temps des 30 glorieuses, mais est quand même là, toujours là, avec beaucoup d'impôts, beaucoup de dépenses publiques, et vous dites le problème en France c'est le libéralisme? Mais quels sont... Est-ce que factuellement c'est vrai en fait, tout simplement cette affirmation? Alors prenons l'exemple d'une employée de ménage. On travaille dans un hôtel. À quoi est-ce qu'elle a affaire quotidiennement? Elle a affaire à un employeur, d'accord? Lequel employeur est souvent d'ailleurs un sous-traitant d'un plus gros donneur d'ordre. Hein, si on regarde, si on suit la chaîne de l'hôtellerie, faut étudier les choses, faut enquêter. Où est le pouvoir? Et puis il faut suivre l'argent, hein, comme disaient les marxistes à l'époque. Essaie de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. Bon, donc nous voyons que des employés sont en permanence pressurisés parce qu'il y a des injonctions à être pressurisés, à travailler toujours plus pour moins d'argent, en moins d'heures possible. Pourquoi? Parce que travailler toujours plus. Au sommet de la pyramide, il y a les actionnaires qui font toujours pression pour avoir de plus en plus de dividendes. Donc c'est des choses très concrètes, ça. Dans ses livres, comme dans ses interventions médiatiques, Bégaudeau n'hésite pas à aborder des sujets sensibles et à exprimer des opinions qui peuvent être perçues comme controversées ou même dérangeantes. Puisque le bourgeois pense toujours qu'il y a une légitimité des revenus et de la distribution des richesses. Il pense toujours que l'ordre existant a sa légitimité. Par exemple, ses commentaires sur les institutions éducatives, la politique française, sont souvent livrés de manière brutale pour provoquer une prise de conscience. Et au bout du compte, je ne créais chez eux, et c'est là que j'en viens au point qui est pour moi la seule vraie raison suffisante pour complètement bazarder l'école, c'est qu'elle est une machine à humilier les pauvres. Voilà, moi je l'ai vu comme prof. Le prolo, le pauvre qui va à l'école, bon, de deux choses l'une, soit encore une fois il monte patte blanche avec une espèce de haine de soi. J'en connais, j'en ai croisé des gens qui pendant 15 ans comme ça
ravalent tout pour se plier au dispositif parce qu'ils voient que la carotte sera au bout et qu'ils finissent par avoir la carotte. Bon. Mais au prix de combien de sacrifices? Et bon. Ce choix de communication est délibéré et réfléchi, visant à secouer le confort intellectuel et à pousser à une introspection. Ça, c'est le premier schéma, rare, statistiquement rare, mais qui existe. Deuxième schéma, il y a ceux qui sont un peu médiocres, ils n'y arrivent pas, alors évidemment, ils vont être orientés vers des filières qui ne vont faire que reproduire leur situation sociale, quoi. Et puis il y a ceux que ça humilie carrément. Il y a ceux que ça rend dingue, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, c'est quoi? Il y a quand même des élèves, il y a beaucoup d'élèves. Aller à l'école, c'est quoi? C'est de 8 à 9 se prendre un 4 en maths, de 9 à 10 se prendre un 9 en français, et une heure de colle par-ci, machin. Après, on peut dire, oh, mais il est méchant, il est sauvage, c'est un blaireau, il a mérité ce qu'il voulait. On peut dire tout ça. Les autoritaires seront intarissables pour dire que cet enfant a mérité son... Cette stratégie est particulièrement efficace dans les forums publics, comme les débats télévisés ou les conférences, où il utilise cette provocation pour interpeller non seulement le panel, mais aussi le public. C'est justement tout le sujet de votre livre « Comment s'occuper un dimanche d'élection » que vous avez sorti récemment. Dedans, vous commencez par faire le constat qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'opinion plutôt que l'action. Est-ce que les élections, c'est pas aussi justement le moment de montrer qu'on veut qu'il y ait des actions qui soient mises en place? L'objectif est de générer un débat, de forcer les gens à défendre ou à reconsidérer leur position. Je crois que dans nos contrées autoproclamées démocratiques, on a un petit peu oublié ce qu'était substantiellement la démocratie. On a fini par créer un amalgame entre la liberté relative qu'on a en France, effectivement, de s'exprimer. Et d'ailleurs, quand on vote, on s'exprime, on donne une voix. La voix, c'est ce qui s'exprime. Et donc, un amalgame s'est fait entre expression et démocratie. Là où il y a liberté d'expression, là où il y a possibilité de s'exprimer, eh bien, il y aurait démocratie. Mais c'est absolument pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est la capacité des gens à agir sur leur propre destin. En déstabilisant son audience, il ouvre la voie à des discussions qui, autrement, pourraient rester superflues ou simplement évitées. Donc on ne vit pas en démocratie selon vous en France? Ah ben, au sens strict de démocratie, non, absolument pas, bien sûr que non. Personne n'a la capacité d'agir sur son propre destin ici? Écoutez, moi par exemple dans mon cas, regardez, moi je suis un citoyen pourtant très bien intégré, je suis un blanc hétérosexuel, j'ai 50 ans et je suis dans la petite bourgeoisie, voire même une bourgeoisie plus haute. Donc je suis parfaitement central. Moi, ça fait 50 ans que je vis, non pas en dictature, je ne vais pas utiliser les grands mots qui seraient indus en l'occurrence, mais ça fait 50 ans que à peu près tout ce qui se décide politiquement dans mon pays, le pays dont je dépends, n'a pas ma faveur. En somme, la provocation chez Bégodeau n'est pas qu'un simple effet stylistique, mais un outil de critique sociale destiné à remettre en question les idées reçues et à stimuler un débat public plus vif et plus profond. Cette approche peut parfois isoler, mais elle est aussi ce qui forge sa réputation de penseur engagé et destiné à challenger les normes établies. Avec les fondations de son approche provocatrice bien établies, explorons ensuite comment il canalise cette énergie pour façonner les débats politiques et sociaux, révélant ainsi les puissants échos de ces confrontations. François Bégodeau est un acteur engagé dans le paysage politique français, non seulement à travers ses œuvres littéraires, mais aussi pour son implication active dans les débats politiques et sociaux. Je suis contre les accords d'entreprise parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de contrat entre gens inégaux. Donc quand vous faites par exemple un accord contractuel entre quelqu'un qui a pouvoir de licencier l'autre, ça ne s'appelle pas un contrat, ça s'appelle un rapport de force favorable du côté des employeurs. Cette participation se manifeste de plusieurs manières, toutes destinées à influencer et à stimuler le discours public sur des questions cruciales. Bégodeau contribue également à des journaux et des magazines où il aborde des thèmes variés tels que la politique, les droits sociaux, l'immigration et l'éducation. Ces articles sont souvent des critiques acerbes des politiques gouvernementales et des tendances sociétales, et il utilise cette plateforme pour proposer des analyses profondes et parfois provocantes qui remettent en question les approches conventionnelles. La première fois que je me suis rendu compte de la façon dont la langue managériale était en train d'infiltrer tout un tas de domaines, c'était dans l'éducation nationale, où j'ai passé 10 ans. Et dans ses nombreuses interventions dans les médias, Bégodeau ne se contente pas de promouvoir ses travaux. Il engage des discussions sur les sujets de fond qui affectent la société française et mondiale. Et là, j'ai vu arriver la rhétorique du projet, par exemple, dont Franck Lepage
a su bien traiter le problème. Donc c'est ça, je pense que tout transformer transformer un pays en entreprise, bon, bah, c'est tout de suite, c'est une langue qui permet de redessiner les contours du champ social. Il est connu pour ne pas esquiver les questions difficiles et pour discuter ouvertement de ses points de vue, souvent à contre-courant des opinions majoritaires. Un camp s'est prévalu d'être progressiste. Et donc tous les leaders d'opinion ou tous les chiens de garde de Macron, tous ces gens-là se sont mis à se dire progressistes. Et alors des fois, moi bêtement, hein, parce que je suis un petit con, je demandais, mais alors qu'est-ce que tu entends par là ? C'est différent. Qu'est-ce que tu entends par là ? Et alors là, il n'y a plus personne. Donc c'est marrant, cette capacité qu'a cette classe, bon, elle n'a pas le monopole de cet usage-là, mais elle le fait quand même beaucoup, notamment quand elle a peur, bah, d'utiliser des mots dont elle-même ne saurait pas donner le sens. C'est quand même extraordinaire, ça, si vous voulez. Sa présence sur les plateformes médiatiques lui permet de toucher un large public et de susciter une réflexion critique parmi les spectateurs. Peut-être là où il est le plus visible, Bégodeau participe fréquemment à des débats télévisés où il confronte directement d'autres politiciens, intellectuels et journalistes. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Bah, vous le savez bien quand même. Ces débats sont des forums où il peut défendre ses idées, souvent minoritaires ou impopulaires, contre des perspectives plus traditionnelles ou conservatrices. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco, qui s'appelle Crépuscule, et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. Sa capacité à articuler clairement des arguments et à défier les positions établies lui permet d'ouvrir des discussions sur des alternatives possibles et nécessaires aux politiques et pratiques actuelles. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un suffrage tout à fait biaisé à plein d'égards. Bah, si vous n'y participez pas, c'est sûr, déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres... Oui, je laisse les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. L'engagement de Bégodeau dans ces débats est crucial, non seulement pour sa propre visibilité en tant qu'intellectuel, mais aussi pour la vitalité du discours démocratique. En prenant des positions souvent contraires aux idées reçues, il stimule une réflexion plus large et encourage les citoyens ainsi que les décideurs à envisager des perspectives différentes et peut-être plus équitables. Cet engagement démontre son désir de contribuer de manière significative aux discussions qui façonnent l'avenir de la société. François Bégodeau se distingue par sa capacité à analyser les institutions avec acuité, son style provocateur direct et une aptitude à aborder des sujets sociaux et politiques sensibles. Ces éléments soulignent l'impact de Bégodeau, ces éléments le consacrent comme une figure incontournable, ces éléments le démarquent comme un intellectuel subversif. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la produire. Là, je suis encore en train de monter la vidéo. Nous sommes exactement le dimanche. Il fait super beau, mais je bosse sur la vidéo. Voilà. Eh bien, commentez la vidéo en étant poli, s'il vous plaît, et courtois. Sinon, je supprime les commentaires. Je vous aurais prévenu. Partagez la vidéo à vos proches et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail, car ce n'est pas mon métier. Et oui, ce n'est pas ce qui me fait vivre. Parce que si c'était ce qui me faisait vivre, eh bien, je serais déjà mort parce que ça ne me rapporte pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Que dire? Eh bien, c'est le printemps, il fait de plus en plus beau. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de rester à la maison, faire du montage, donc c'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Il y a un avion qui passe, voilà, donc je vais laisser, comme d'habitude, 2 liens pour vous. Le premier, ici, qui va vous mener vers l'étude d'une autre personnalité publique, politique, et un autre lien, ici, qui va vous mener vers des tutoriels
dédié à l'informatique et plus particulièrement au développement, l'une de mes spécialités, car c'est mon métier de travailler dans le domaine du développement informatique. Que dire de plus? Eh bien, c'est bientôt les Jeux Olympiques, c'est bientôt l'été, donc il fait de plus en plus beau, donc profitez de tout cela. Je vous dis, portez-vous bien, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!